Gabriel Attal a donné une interview où il déglingue le droit de grève. Alors vous me direz, quoi de plus normal en Macronie? Sauf que quand même, on a remarqué, nous journalistes d'investigation, qui commençaient à avoir des petits cheveux blancs. On a l'impression que devenir Premier ministre, c'est un peu signer un pacte avec le diable, tu vois, t'as du pouvoir et t'es à la télé, sauf que tu vis beaucoup plus vite. Après, c'est parce qu'il stresse aussi, parce qu'il travaille beaucoup pour les Français, c'est peut-être ça, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actu Réfractaire, on débriefe l'actualité tous les jours de la semaine, donc pense à t'abonner. On est aujourd'hui le jeudi 15 février et c'est parti donc pour l'actualité. Et on commence avec un nouvel épisode du très long feuilleton des affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy. Il vient d'être condamné en appel sur l'affaire des comptes de campagne présidentielle de 2012. La peine annoncée, 1 an d'emprisonnement dont 6 mois ferme. Pour rappel, Sarkozy a financé sa campagne présidentielle de 2012 via l'entreprise Big Malion et a organisé de très nombreux et très coûteux meetings hors des règles de financement des campagnes présidentielles. On passe maintenant à Mediapart qui a analysé un rapport de la Cour des comptes et il semblerait bien qu'il y a un petit souci du côté des monopoles de l'agroalimentaire français qui font leur beurre sur les agriculteurs. L'enquête est basée sur le rare travail de la répression des fraudes dans le secteur bovin et laitier et il est centré sur les grands industriels. Le constat de la Cour des comptes est simple, dans le bovin, 43% des industriels ne contractualisent pas les agriculteurs, les empêchant ainsi d'avoir une garantie sur le prix de vente. La loi Egalim, elle, censée protéger les agriculteurs justement contre les industriels, n'est en réalité appliquée que par 20% de ces industriels-là, et pour le lait, ça remonte à 31% seulement. La Cour demande aussi au gouvernement d'appliquer réellement les sanctions contre les industriels qui, même s'ils se font parfois contrôler, ne sont en réalité jamais punis, même quand la faute est flagrante. La Cour rajoute que la complexité et le manque de transparence des contrats de la loi Egalim permet, en gros, je vous fais simple, aux industriels d'arnaquer les agriculteurs. Le gouvernement a promis des sanctions contre des industriels qui ne joueraient pas le jeu suite aux manifestations des agriculteurs. Sauf que les industriels, eux, craignent la baisse de l'inflation sur lequel il se faisait une belle marge. Le profit risque donc de baisser pour les industriels ces prochains mois et donc ils ne veulent pas voir en plus de ça baisser leurs marges qui se font sur le dos des agriculteurs. Les grandes surfaces, eux, se repartagent le marché de la distribution avec les récentes faillites, les alliances nouvelles et toujours l'inflation qui pousse le consommateur à changer ses habitudes pour aller chez le moins cher. Ce qui fait que si une enseigne est obligée d'augmenter ses prix à cause du gouvernement, il perdra direct des parts de marché et donc beaucoup d'argent. Il y a donc une lutte d'intérêts entre les agriculteurs, l'agro-industrie et les supermarchés. La question est donc de savoir est-ce que l'État va affronter le monopole agroalimentaire et la grande surface pour soulager les agriculteurs? Eh bien vous le saurez si vous vous abonnez évidemment à la chaîne Actu Réfractaire parce qu'on va en reparler dans les jours à venir. En attendant, l'Union européenne, elle, continue de négocier ce fameux accord de libre-échange avec des pays sud-américains du Mercosur. Malgré les annonces du gouvernement contre le projet, le commissaire au commerce européen assure lui que les discussions continuent et que la France est isolée face à l'Allemagne et l'Espagne qui est favorable à ce traité. Pour rappel, ce traité va mettre en concurrence les agriculteurs européens et ceux du Brésil et d'Argentine notamment avec un bovin extrêmement développé, peu normé et subventionné. Bon, maintenant on va passer à quelques actus internationales. L'industrie allemande est-elle en train de plier bagage? En tout cas, c'est ce que laissent penser les dernières actualités du secteur automobile allemand. L'entreprise Continental, spécialisée dans les pneus, va supprimer 7150 postes dans le monde d'ici 2025, des postes dans l'administration et la recherche. Et les raisons qui sont évoquées, c'est la concurrence internationale, la transition vers les voitures électriques, mais aussi le coût de l'énergie en Allemagne où sont implantées des usines de l'entreprise. L'article du Monde précise aussi que l'entreprise Bosch a annoncé 2700 licenciements en Allemagne et l'équipementier allemand ZF a lui aussi annoncé récemment la fermeture de 2 usines en Allemagne avec des centaines d'emplois perdus. Ce qui fait que quand même ça sent pas très bon outre-Rhin. On va aux États-Unis maintenant. Hier, après la parade des chefs vainqueurs du Super Bowl, une fusillade tragique s'est produite. Une personne est décédée et pour l'instant, 21 autres sont blessés par balle, dont 8 en danger de mort. Les détails de l'accident à Kansas City et les raisons des tirs ne sont pas encore connus. Moyen-Orient maintenant, des tirs ont lieu au Liban où le village de Shin-In a été bombardé par l'armée israélienne en représailles des tirs du Hezbollah en Israël. Au moins 9 personnes sont
sont mortes selon Le Monde. Et il est important de signaler que ces représailles ont été faites sur des populations civiles dans un village agricole pour la mort d'un soldat israélien. Un haut responsable du Hezbollah a averti que cette agression ne restera pas sans réponse. Donc l'escalade militaire se poursuit au nord d'Israël. Il y a un mouvement vers la guerre, mais il y a aussi un mouvement anti-guerre qui continue de se développer en Israël. À Tel Aviv, donc en Israël, il y a eu une manifestation réunissant des Juifs et des Arabes avec des panneaux disant « Stop au bombardement sur Rafah » et « Stop au financement du génocide ». Et ce ne sont pas les seules manifestations contre la guerre ces derniers temps. Il y a 5 jours, 2 personnes avaient été arrêtées dans la vallée jordanienne où des Palestiniens et des Israéliens ont protesté ensemble. Allez, aujourd'hui, pas de point culture, mais un petit point sport avant d'attaquer la guerre en Ukraine. Ça va permettre d'alléger un petit peu la quotidienne. Et vous allez voir, cette information, elle va peut-être vous servir un jour. On va reparler football et d'un nouveau carton qui va être expérimenté par l'IFAB, l'International Football Association Board. Ce sera un carton bleu cette fois qui va sanctionner un joueur trop virulent envers un arbitre ou pour des fautes qui empêchent une contre-attaque. Les joueurs seront sanctionnés de 10 minutes sur le banc, comme à l'école, punis pour réfléchir à ses actes. Pour l'instant, la FIFA ne souhaite que le carton ne soit expérimenté que dans des compétitions et des championnats amateurs. Mais il se pourrait bien qu'il arrive dans les championnats pro, et quand ça arrivera, eh ben, vous saurez quoi dire. Et on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas fans des informations sur le football ou le sport ou la culture, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse à Actu Réfractaire, comme ça on va pouvoir vous compter, ça va être un moyen pour vous de manifester, vous voyez. On passe maintenant à la chronique internationale où on remercie le Papa de Déby, voilà, qui a fait une sélection de la presse russophone sur la situation en Ukraine. Il s'avère qu'il se passe beaucoup de choses dont on ne parle pas forcément dans les autres médias. Et c'est l'un des avantages donc d'avoir une presse indépendante financée que par vos dons. Donc si vous trouvez ces actualités réfractaires utiles, il y a un lien en Tipeee en description pour nous faire un don mensuel. Les agriculteurs polonais et maintenant tchèques ferment les frontières et bloquent les camions en provenance d'Ukraine en raison de l'importation de produits à bas coût du pays et, comme chez nous, pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne. Et cette semaine, les transporteurs ukrainiens annoncent eux un blocus miroir des camions polonais qui se rendent en Ukraine. Ce matin à 9 h, ils ont organisé une manifestation du côté de la douane ukrainienne avec l'accord des autorités à qui l'autorisation a été demandée. Il s'agit donc d'un mouvement approuvé par le gouvernement ukrainien dans un contexte de réelle aggravation des conditions économiques ukrainiennes. L'université de recherche économique de Kiel en Allemagne vient de publier des prévisions sur les pertes subies par les pays impliqués par le conflit russo-ukrainien. Les chiffres ont été obtenus en se basant sur les rapports publiés par la Banque mondiale et en analysant les expériences de guerre du passé. D'ici 2026, l'Ukraine va perdre environ 120 milliards de dollars de production économique par an et va perdre aussi 1000 milliards de ce qu'on appelle le capital fixe. Capital fixe, ça va être par exemple les usines, les fermes, les infrastructures tant qu'elles sont privées. Bref, tout ce qui va être détruit, qu'il va falloir reconstruire, eh ben, ça va représenter 1000 milliards. Outre les conséquences économiques très lourdes pour la population en termes de conditions de vie, celles-ci vivent également depuis plusieurs années dans le deuil. Le nombre de déserteurs en Ukraine ne cesse d'augmenter, bien que les chiffres ne soient pas publiés, la censure étant très forte en Ukraine. Cela dit, la presse rapporte aussi des anecdotes sombres de ceux qui n'ont pas réussi à déserter et qui ont trouvé la mort en tentant de fuir. Comme cet homme hier sans vie à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, dans les montagnes, ou encore des personnes qui se sont fait arrêter, comme ces hommes qui ont essayé de traverser la rivière Tisa sur un bateau gonflable, mais qui ont été rattrapés par les gardes-frontières. Le travail donc de ces gardes-frontières, visiblement, c'est d'empêcher les hommes de fuir pour en faire des chairs à canon dans le conflit russo-ukrainien. Ces tentatives de désertion s'expliquent également par la terreur de se faire un jour prendre par les voitures de mobilisation qui vous emmènent à la guerre. Un scandale a fait la une de la presse ukrainienne récemment avec un village qui s'appelle Koshmash où environ 6000 personnes vivent et où 50 personnes ont été mobilisées depuis le début de la guerre. Des villageois ont commencé à s'en prendre très violemment à une femme d'un village voisin dans sa voiture, pensant qu'il s'agissait d'une voiture du service de l'information du commandement militaire. Bon, on dirait que c'est un peu de la violence gratuite comme ça, mais en réalité ça s'explique. D'abord, le maire du village a déclaré en s'appuyant sur une source issue d'un groupe Telegram
télégramme que 6 voitures du commandement militaire allaient venir pour emmener des gens à la guerre et que les convocations seraient distribuées par des femmes. Évidemment, le lendemain de cette déclaration du maire, les villageois ont mis en place un barrage routier pour empêcher ces voitures de venir chercher les gens. La femme du village voisin qui s'est fait agresser est passée devant ce barrage routier en filmant tout et en reversant avec sa voiture 2 habitants. Une villageoise de Kosmach explique aux médias Strana que les gens ont peur avec l'adoption d'une nouvelle loi sur la mobilisation en Ukraine. Le risque, c'est de voir plus d'hommes partir à la guerre alors que commence le printemps et les travaux à la ferme. Une villageoise Oskana se demande qui va labourer les champs, planter le potager et faire paître le bétail. Si cette petite incursion dans la presse internationale vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et on pourra en refaire pour les prochaines actus réfractaires, y compris sur d'autres pays, puisque Déby parle 14 langues différentes à peu près. Donc globalement, on peut à peu près tout faire. Voilà, on s'arrête ici, mais on revient demain 19h pour la dernière actu réfractaire de la semaine. D'ici là, pensez à partager à balle nos vidéos, que ce soit sur Canard ou sur Actu Réfractaire. Et si vous aimez notre travail, encore une fois, il y a un lien Tipeee en description pour qu'on puisse continuer à développer notre média tout en gardant notre indépendance. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Finalement, le PSG, ils ont gagné quand même. Mbappé, il a quand même marqué un but. Incroyable, hein.